Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre participation à cette conférence qui clôt un cycle de conférences autour d'une exposition actuellement en cours qui s'appelle Da Vinci Mode. Donc vous voyez autour de vous des réalisations d'apprenants de la voie professionnelle, des lycées et établissements du supérieur du centre Val-de-Loire, donc qui ont travaillé à des reconstitutions de costumes et d'accessoires Renaissance. La conférence de ce soir porte plus particulièrement sur les enjeux de la filière de la soie en Touraine. Donc, le centre Val-de-Loire est un territoire de culture et de patrimoine où effectivement il y a beaucoup de savoir-faire, de métiers d'art qui sont mis à l'honneur dans l'ensemble des différents sites de notre territoire. On parle aujourd'hui beaucoup de sujets de relocalisation des filières, d'industrie. Et c'est vrai que la crise a accentué, accéléré tous ces sujets. Mais en Centre Val-de-Loire, il y a un travail qui a été initié déjà en 2019, 18 même avant, qui s'est formalisé en 2019 autour d'un projet de recherche qui notamment travaille pour voir comment justement réintroduire la sériciculture, la culture du verre à soie en Touraine. Et donc c'est autour de cette thématique que je remercie aussi les intervenants d'avoir justement accepté de participer à ces échanges ce soir. Sans trop attendre, je vais leur laisser la parole, peut-être en guise d'introduction. Je vais vous demander de vous présenter. Voilà, nous expliciter un peu plus ce que vous faites, votre action. Arnaud Lebert. Est-ce que c'est pas Marc qui est le plus âgé, non? Parce que ça marche comme ça. Ça, c'est pas ça. Je t'avais promis que j'allais pas te détailler. De toute façon, il n'y a pas de choix, c'est l'animateur qui décide. Voilà, donc vous êtes directeur général de Maison Rose, qui est une manufacture de soie. Vous êtes directeur général depuis 2018. Qu'est-ce qui vous a animé dans la reprise de cette manufacture? Alors, qu'est-ce qui m'a animé? En fait, je rencontre Antoinette Rose sur un sujet qui n'avait rien à voir avec la soie, puisqu'en fait, je rencontre Antoinette Rose sur un sujet qui n'avait rien à voir avec la soie, qui était de pouvoir tisser demain de la tige de tomate. En fait, je travaille sur les filières de valorisation du végétal et en fait, c'était comment pouvoir transformer la tige de tomate qui génère beaucoup de déchets en une fibre qui pourrait être tissée. Et donc, je rencontre Antoinette qui me prend d'abord pour un fou, forcément, qui ensuite me dit pourquoi pas et finalement me dit la société est en difficulté, donc elle va être liquidée. Donc, je n'ai pas du tout pour objectif de reprendre l'entreprise à ce moment-là. Mais finalement, face à la barre du tribunal de commerce de Tours, je reprends l'entreprise en 2018. Donc rien à voir avec la soie, sauf que forcément le lien avec le végétal, c'est le mûrier. Donc je vais m'embarquer dans une aventure qui est, quitte à tisser de la soie, autant que ça soit une soie du Val-de-Loire. Merci Arnaud. Tu travailles donc depuis maintenant 2019 autour d'un projet de recherche avec David Giron. David, tu es directeur de recherche au sein de l'IRBI, donc l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte, donc au Centre national scientifique de la recherche CNRS, Université de Tours. Concrètement, quelles sont les recherches qui sont menées au sein de ce laboratoire ? Bonsoir à tous. Donc l'IRBI, de son petit nom, effectivement s'intéresse aux interactions entre les insectes et leur environnement de manière assez générale et s'intéresse notamment aussi aux effets des perturbations, qu'elles soient d'origine humaine ou pas, sur le comportement des insectes, leur reproduction, leur évolution, leur adaptation. Dans ce cadre-là, on s'intéresse à des insectes qu'on peut considérer comme des amis, parce qu'en fait souvent l'homme regarde l'insecte sous deux angles. En fait, soit c'est un ami, soit c'est un ennemi. Donc on peut s'intéresser à des insectes qu'on appellerait aujourd'hui des auxiliaires,
Donc le plus connu, l'exemple le plus connu, c'est peut-être les insectes qui vont polliniser les plantes et qui sont nécessaires à la fertilisation des plantes. On s'intéresse aussi aux insectes nuisibles, donc comment suivre, comment intercepter éventuellement des insectes qui vous embêtent certainement tous, les moustiques, mais qui ont aussi des fonctions dans les écosystèmes. Et puis depuis plus récemment, on essaye de porter un message autour des insectes qui peuvent être non pas des amis, non pas des ennemis, mais des solutions. Alors les solutions, elles peuvent être très anciennes, hein. C'est le cas de la soie. Vous avez des exemples tous les jours dans votre jardin lorsque vous avez des coccinelles qui mangent les pucerons. Donc ça peut être un auxiliaire pour éliminer des ravageurs de culture. Puis ça peut être des choses un peu plus modernes, un peu plus futuristes, qui sont par exemple comment les insectes se déplacent, comment ils se propulsent à la surface de l'eau, comment ils volent, et comment ça peut être utilisé dans ce qu'on appelle le biomimétisme pour faire des bateaux plus performants, pour faire des robots qu'on envoie sur Mars, etc. Et donc, on essaye de regarder les insectes sous ces différents aspects, un aspect très naturel, des aspects plus appliqués, et puis on essaye de regarder, même dans des applications historiques, comment on peut introduire ça dans le contexte plus récent et dans le futur. Et c'est ça qui nous a amené à nous intéresser à la sériciculture. C'est cette existence patrimoniale sur le territoire, c'est des aventures pour réintroduire et voir comment les perturbations d'aujourd'hui, avec l'utilisation de pesticides, comment le réchauffement climatique, comment etc., peut impacter si on réintroduit cette filière. Et puis, à titre plus personnel, étant un enfant de Touraine, attaché au patrimoine, lorsqu'on voyage comme ça pas mal, une partie de son expérience professionnelle à l'étranger, on revient et on réapprécie notre territoire. Et donc, j'avais à cœur de contribuer à cette aventure. Une question. Vous êtes combien d'enseignants-chercheurs au laboratoire ? Alors l'IRBI, c'est le plus gros centre européen qui travaille sur les insectes et un des plus grands centres mondiaux. Donc on est une centaine de personnes, dont 30 chercheurs et enseignants-chercheurs, puisqu'il y a des personnels de l'université et des personnels du CNRS. Donc effectivement, 30 chercheurs et enseignants-chercheurs qui travaillent tous sur l'insecte, avec des approches bien évidemment très, très différentes, et puis bien sûr du personnel technique, des doctorants, des stagiaires, etc. Donc une centaine de personnes. Merci. Nous voici au troisième intervenant, Marc Bayard. Bonsoir. Donc, tu es responsable du développement culturel et scientifique du mobilier national. En quoi consiste ton travail au quotidien ? Alors, avant de préciser ce que je fais, peut-être rappeler ce qu'est le mobilier national pour ceux qui n'en auraient qu'une vision un peu vague. Le Mobilier National est une institution extrêmement ancienne qui a certainement œuvré dans ses murs d'ailleurs, puisque c'était le garde-meuble. C'est un garde-meuble qui existe depuis le Moyen-Âge, qui a comme mission principale de déplacer le mobilier, l'argenterie et autres éléments à la vie de château, d'abord sous la monarchie, et qui va être institué sous Louis XIV en 1567, qui devient le garde-meuble de la couronne. Et depuis, on est en lien direct, nous sommes le garde-meuble de la République, avec donc 4 siècles d'histoire derrière, avec peut-être une spécificité, c'est une spécificité mondiale, puisqu'on fait de la création contemporaine depuis 4 siècles, puisque sous le mobilier national, ou à l'intérieur du mobilier national, il y a les manufactures des Gobelins, manufactures de Beauvais, manufactures de la savonnerie, mais aussi l'atelier recherche et création, nous avons les ateliers de dentelle au Puy et à Alençon, et notre spécificité, nous, mobilier national, mais aussi française, c'est d'être ce lieu de production et ce lieu de restauration d'un patrimoine mobilier et art décoratif. Malheureusement, on oublie un peu trop que nous sommes le seul pays au monde à avoir plus de 22 styles décoratifs. Aucun pays ne peut s'enorgueillir d'avoir autant axé sur les arts décoratifs. Et nous sommes un des dépositaires de ce savoir-faire et de cette création dans les arts décoratifs. Donc, du coup, ma mission, mais je ne suis pas le seul au Mobilier National, c'est de promouvoir ces différents axes du mobilier national, création, restauration, formation, et aussi ce dont j'ai à cœur, c'est de la prospective, essayer d'imaginer, essayer de pousser, d'essayer de s'intéresser à cette question des matériaux. Et je peux dire que la question des matériaux, ça fait plus de 10 ans que je la porte. La première expérience, on a été un des premiers, ça a été la laine. On a porté la laine en suivant ce qui se faisait du côté du lin. Et dès que je suis allé voir des bergers
Angers au Vigan, dans les Cévennes, je me dis, il y a aussi quelque chose à faire sur la soie, en sachant que la soie est beaucoup plus complexe que la laine, puisqu'on a fait disparaître une grande partie de nos mûriers, de nos savoir-faire et autres. Donc c'était aussi une envie de développer cet axe-là, et la rencontre avec mon cher Arnaud, qui n'est pas plus jeune que moi, ça a été justement une belle rencontre pour promouvoir cet aspect-là. Et en complément, donc ça fait pas mal de temps que vous travaillez autour de ces questions. Il y a un ouvrage qui vient d'être publié, qui est un manifeste, le Slow Made, justement, qui questionne aujourd'hui les métiers d'art au croisement entre le savoir-faire, la création et le design. Finalement, comment relier tout ça aussi avec un potentiel produit à valeur ajoutée par rapport à sa production. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, comment on pourrait définir un produit d'excellence ? Peut-être avant de définir la notion d'excellence, ce sera une très rapide survol historique, c'est-à-dire on est issu d'une société de ces 50 dernières années qui a quelque part détruit le temps, puisqu'on a poussé au maximum, et on pousse au maximum l'instantané, par le global, par cette conception de l'instant. Et on voit bien avec les multiples crises qui apparaissent, c'est qu'on ne peut plus continuer dans ce sens-là. Et du coup, en 2012, on avait créé le Slow Made en référence directe au slow food italien. J'ai pris mes racines dans mon pays de cœur. Et cette question du temps, il est central à mon sens parce qu'il s'oppose à une autre conception qui est la conception de l'espace. En gros, pour faire simple, on a un modèle d'économie qui est fondé sur on allait dire la conception spatiale de l'enrichissement, la conception animale, en gros, on mange des territoires, alors qu'il y a proche de nous une vision beaucoup plus temporelle qui est la vision végétale, c'est-à-dire l'arbre qui puise les racines dans le passé pour en faire un fruit et pour en faire une richesse actuelle. Et en fait, cette conception temporelle, elle est là, elle est présente, et il faut aller la chercher, il faut la faire résonner. Et pour répondre à la question, je crois que l'excellence, qui n'est pas le luxe, l'excellence, c'est avoir le temps. Alors, prendre le temps, c'est pas faire lentement. Slow Made, c'est pas l'éloge de la lenteur. C'est fait avec le temps nécessaire. Tout le monde autour de cette table sait très bien qu'il faut parfois être très rapide, mais pour être très rapide, il faut avoir maîtrisé une temporalité. Donc l'excellence, le savoir-faire d'exception, c'est savoir à un moment donné être rapide, mais grâce à du temporalité longue qu'il y a derrière. Merci. C'est justement ce sujet qui est aussi au cœur de nos débats aujourd'hui. Donc cette relocalisation de la filière de la soie, qui en fait finalement c'est très, très innovante parce que c'est pas se tourner envers le passé, mais c'est justement s'appuyer du passé pour envisager des nouvelles perspectives et aussi des nouveaux produits et services pour demain, pour les métiers d'art de demain. Arnaud, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette filière et ce qui t'a animé aussi à apporter en fait tu as toute une dynamique, une démarche que je pense serait intéressante de découvrir, qui permet aussi de préciser pourquoi aujourd'hui on est là. Donc je te laisse peut-être raconter ton histoire. Au moins 1 heure. Un peu plus court, ok. En fait, une fois que j'ai repris cette entreprise en 2018, mon papa, qui était ébéniste, m'avait toujours dit « on ne subit pas ». Et dès lors qu'on part sur ce principe-là, ne pas subir, ça veut dire se préoccuper du sourcing sur lequel on s'appuie, qui est la soie en l'occurrence. Et donc, en fait, ça a été très vite de se dire, plutôt que d'acheter une soie venant de Chine, qu'est-ce que l'on fait sur le territoire, dès lors qu'en plus, historiquement, c'était légitime. Alors pour la petite boutade, 1571, il y avait un homme qui s'appelait Mathurin, qui est donc arrivé en 1571, 90 ans avant la famille Rose, qui fournissait des mûriers au Tourangeau pour planter des mûriers et participer à la filière de la soie. Et en fait, ce cher Mathurin s'appelait Lebert.
Donc en fait, je pense que mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père a participé à la filière de la soie en Touraine. Donc je suis assez fier de ça et d'être arrivé 90 ans avant la famille Rose. Donc c'est plutôt très bien, puisque s'ils existent, c'est un peu grâce à ma famille. Et dès lors que je me suis aperçu de ça, il fallait absolument imaginer la façon dont Rose pouvait survivre en s'appuyant sur un sourcing local. Donc l'idée a été de travailler dans un processus qui était, comme je le fais dans les autres végétaux, identifier la diversité variétale pour choisir la variété qui est la plus adaptée au territoire. Donc on a créé un conservatoire au château d'Amboise, puisque 1470, Louis XI décide que la filière de la soie, en tout cas la notion de soierie, commencerait à Tours et non à Lyon. Donc s'il y a des Lyonnais, tant pis pour eux. Et en effet, c'était une décision qui s'appuyait sur le fait de développer toute la filière en associant bien sûr des soyeux, notamment italiens. Donc Livia a sa légitimité ici ce soir en étant d'origine italienne. Ou italienne, ou d'origine italienne. Italienne, voilà. Et en fait, ils sont partout, les Italiens. Et en fait, de se dire... on identifiait la diversité variétale parce qu'elle avait disparu. L'INRAE a décidé d'abandonner les recherches sur le mûrier et la filière de la soie. Donc en fait, l'idée était de se dire, notamment dans une rencontre avec David, qui n'était pas autour d'un verre, mais ça aurait pu, de se dire, oui, je vais dire tout à tout le monde sur chacun d'entre vous. Je vous préviens. Et donc de se dire... on identifie la diversité variétale, on essaie d'identifier la variété ou les variétés qui sont adaptées à notre territoire, en prenant en compte bien sûr notre terroir, mais aussi des aspects importants, ce qui a amené à ce que l'on puisse collaborer avec David sur le fait d'identifier les endroits où la qualité du sol, de l'air et des éléments... Le scientifique, c'est lui et pas moi. Vous l'avez vu tout de suite, il a sa petite chemise noire et voilà. Et en fait, en tous les cas, de trouver des éléments qui permettaient de se rassurer sur le fait de lancer la filière dans de bonnes conditions. Donc on a travaillé sur cet aspect-là, et forcément, dès lors que l'on travaille sur l'excellence, je pense qu'on ne peut pas subir et participer à l'identification du sourcing à partir duquel on travaille. C'est un sujet qui est important pour moi aujourd'hui. On travaille sur un projet d'État qui s'appelle France 2030, et je pense que nos métiers d'art doivent s'appuyer et n'ont leur légitimité qu'à partir du moment où ils sont soucieux du sourcing sur lequel ils s'appuient. C'est-à-dire qu'en fait, si on est soyeux et qu'on ne maîtrise pas la filière de la soie en plantant des mûriers et travaillant sur la sériciculture, je pense qu'on n'est pas légitime. Donc, alors Marc, je pense qu'on parlera 1000 fois mieux que moi sur cette notion de manufacture royale et d'emprise sur des territoires qui est essentielle dans le travail que l'on fait aujourd'hui. Mais en effet, c'est de travailler sur cette démarche-là. Et donc, c'est de lancer cette idée de conservatoire, de plantation expérimentale dès lors que l'on a choisi là où les variétés qui sont adaptées à notre terroir, de travailler en lien avec l'IRBI sur le petit bombix qui va permettre de faire le petit cocon. Mais en effet, l'excellence passe sur le fait d'avoir une matière première d'excellence. Donc de travailler sur, peut-être même sur une spécificité de la soie qui amènerait à ce que l'on soit peut-être une IGP, une indication géographique protégée d'une soie particulière qui est liée à notre terroir. Donc voilà l'engagement dans lequel je suis, qui est de se dire demain, Rose, alors après-demain ou après-après-demain, tissera de la soie du Val-de-Loire. Et mon engagement dans le végétal, pour aller au bout de l'histoire, et après je promets, ça a été 10 minutes, ça a été de se dire, quand on plante un mûrier, il y a 5 ans, 6 ans d'attente pour avoir une feuille de qualité qui permette au ver à soie de faire un cocon avec un fil de soie de qualité. Ça veut dire qu'on engage un processus de filière en impliquant des agriculteurs à qui on fait prendre le risque. Donc mon obsession était de se dire comment on trouve des parades
en identifiant les propriétés d'un certain nombre d'éléments de la filière, qui est les feuilles ont des propriétés, le tronc a des propriétés, les racines ont des propriétés. Et on s'est aperçu avec Emmanuelle, qui est présente dans le public, qui est docteur en chimie, qu'en effet, on travaille avec AgroParisTech, parce qu'on ne travaille pas qu'avec l'Université de Tours, qu'il y a des propriétés intéressantes pour en faire des produits cosmétiques. Donc en effet, finalement, Marc n'est pas le plus âgé, mais c'est moi, sauf que moi j'utilise de la séricine en produit de beauté, et donc voilà. Mais je promets à Marc de lui fournir le fournir en séricine pour... tu rajeunis 10 ans, je te promets. Voilà. Donc en effet, cet engagement passe par le fait de bien sûr trouver une finalité, de faire un fil de soie, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'en fait, la filière n'est viable, selon moi, que si on trouve et on travaille sur tous les coproduits générés et par l'excellence des bombix qui doivent être dans des situations idéales pour produire une soie d'excellence. Tu as parlé de conservatoires. Ils sont où ces conservatoires? Le conservatoire du Mûrier? Ouais. En fait, historiquement, alors, je m'engage dans un processus de préservation du patrimoine végétal en créant des conservatoires dans les châteaux en Val-de-Loire. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas développer nos activités sans se préoccuper de la préservation du patrimoine végétal. Donc on est parti sur une série de collections, parce qu'en effet, on peut ne pas avoir le label encore de conservatoire, mais de réunir des collections de végétaux, notamment dans une démarche de dire le grand public doit avoir cette connaissance de cette diversité variétale pour prendre conscience que peut-être aussi chacun d'entre nous représente une diversité et qu'il faut peut-être, de façon utopique, être un peu plus tolérant par cette diversité variétale. Et donc voilà, c'est juste le petit... Mais ça a été aussi un objectif important pour moi de me dire, préserver la diversité variétale, c'est aussi cet aspect-là, mais bien sûr travailler sur les propriétés de chacune de ces variétés et de rentrer dans un processus de préservation. Donc on a créé le conservatoire ou une collection de mûriers qui, à terme, dans une échéance de 2-3 ans, sera une des plus belles collections de mûriers au monde, puisqu'en fait l'INRAE a abandonné cette démarche-là, a transmis un certain nombre de savoir-faire à des universités en Italie et au Japon. Et finalement, il n'y a pas véritablement de conservatoire. Donc en effet, l'objectif a été ça. Donc il se situe derrière le Belvédère. Alors je ne sais pas si on dit à l'est, à l'ouest, parce que je n'arrive pas à me situer géographiquement. À l'est? Ouest, par là? Ok, ouest. Et donc en effet, de s'engager dans ce processus-là qui passe par un élément important, essentiel pour moi, qui est que quand on crée ces conservatoires, ça doit toujours avoir un lien avec l'histoire du château. Et donc le lien avec Louis XI, qui fête son 600e anniversaire, c'est ça? 600e anniversaire. Donc l'année, si Marc Mété était là ce soir, il serait heureux d'annoncer qu'il y a un certain nombre de festivités qui va être lancées autour de Louis XI. Mais en effet, c'est de s'engager dans ce processus-là qui nous amène ensuite à travailler sur l'étude des propriétés de chacune de ces variétés. Est-ce que ça répond à ta question? Merci. Et donc je vais faire le lien avec David, parce qu'il y a des enjeux. On avait une culture du verre à soie, des mûriers dans le 19e siècle. Après, tout ça, c'est jusqu'au 19e siècle, et ça s'est arrêté. Pourquoi ça s'est arrêté et finalement en quoi consiste le travail que le laboratoire engage aujourd'hui et l'enjeu aussi de cette plantation de nouveaux mûriers, de ces collections sur l'étude des vers à soie que tu peux faire. Alors moi, ma légitimité, je la tiens pas dans mon arrière-grand-père qui aurait introduit la soie. J'aurais peut-être dû mettre une blouse blanche comme ça c'était un peu plus sérieux de ma chemise noire. En fait, j'ai bu beaucoup de café au café du Vieux Mûrier à Tours. Et puis dans mon jardin, j'ai un énorme mûrier aussi, donc je me suis dit pourquoi même pas mettre ça à profit. En fait, je ne sais pas exactement pourquoi, enfin c'est multifactoriel et je pense que les historiens répondront mieux que moi sur l'abandon de la sériciculture. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de se dire, aujourd'hui, si on veut la réintroduire, il y a toute une question des savoir-faire. Et
là, c'est tout l'intérêt du travail avec Arnaud, c'est aussi l'intérêt du travail avec les composantes historiques en fait, de ces savoir-faire. Donc on travaille aussi avec le Centre d'études supérieures de la Renaissance sur ce patrimoine et comment en fait, on peut s'en inspirer aujourd'hui. Et puis c'est aussi comment cette filière, en regardant cette fois vers l'avenir, peut répondre à des problématiques d'aujourd'hui. Et les problématiques d'aujourd'hui, elles ne vous échapperont pas, elles sont multiples en termes environnementaux. Et l'une de ces problématiques, c'est la présence d'un certain nombre de polluants dans l'environnement, et notamment un certain nombre d'insecticides. Alors tout ça, c'est très dynamique, parce qu'effectivement, on est dans une logique de réduction de ces pesticides, de ces insecticides. Donc il y a des produits qui sont supprimés de la vente. Supprimés de la vente ne dit pas forcément qu'ils ne sont plus utilisés, parce qu'il y a des stocks, et puis on les utilise. Il y a aussi en fait, des insecticides qui sont retirés du marché, et les professionnels ne les utilisent plus. Mais aujourd'hui, une des principales sources de pollution, c'est l'utilisation de chacun d'entre nous dans nos petits jardins, parce qu'on a un vieux bidon qui traîne au fond du garage et bon, ce serait dommage de le jeter quand même. Et puis, on ne lit pas forcément la notice. Et quand la notice dit qu'il faut mettre un sheet pour enlever les pucerons, on en met 2, 3, comme ça on est sûr qu'il n'y a plus de pucerons sur les rosiers. Donc aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Et un certain nombre de ces produits sont rémanents, c'est-à-dire qu'ils restent dans l'environnement pendant des temps relativement importants. Et ils peuvent contaminer les sols, l'eau, l'air, etc. Donc tout l'enjeu, c'est de se dire, une fois que l'on a pris la décision de réintroduire cette sériciculture, une fois qu'on a identifié les bonnes variétés, c'est de se dire aussi, du coup, où est-ce qu'on va planter. Et donc tout l'enjeu du projet que l'on porte, c'est de pouvoir développer un diagnostic fiable qui permettrait, en échantillonnant du sol, de l'air, des feuilles, de se dire, est-ce que sur cette parcelle particulière, eh bien, ça va être propice au développement du mûrier, mais nous étant spécialisés sur l'insecte, aussi du développement de l'insecte. Aujourd'hui, on nourrit l'insecte avec la matière première, qui sont les feuilles de mûrier. Et sur ces feuilles, il peut y avoir, sur et dans les feuilles, donc un certain nombre de pesticides. Et un certain nombre d'entre eux vont mimer en fait, les hormones qui sont nécessaires pour les insectes pour se développer, notamment l'hormone juvénile. Les insectes ont besoin de ces hormones juvéniles pour passer les différents stades et au bout du bout, tisser ce cocon et se transformer en papillon. Et donc, ces homologues de ces hormones juvéniles, il y en a plein de produits, ils vont venir bloquer, perturber ce développement et donc empêcher de produire la soie qui est donc nécessaire dans la filière de la sériciculture. Donc l'idée, c'est ça, c'est de à la fois contribuer à la valorisation du patrimoine avec un angle historique mais tourné vers l'avenir, c'est de diagnostiquer quels sont les meilleurs endroits, et en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas de problème pour développer les insectes, pour que les insectes se développent plus exactement. Et puis on travaille aussi sur comment on peut, à partir du végétal, produire de la nutrition artificielle, on va dire, qui permettrait d'élever les insectes toute l'année. Parce que, bien évidemment, les feuilles de mûrier ne sont pas présentes toute l'année, et donc on ne peut pas produire de la soie toute l'année. Donc aujourd'hui, on a mis au point un milieu artificiel qui nous permet d'avoir des cycles biologiques tout au long de l'année en laboratoire. Et l'idée après, ça va être de comment on le transpose dans une réalité industrielle, quelle que soit sa taille, pour pouvoir produire de manière continue la soie. Vous questionnez beaucoup dans votre ouvrage le sujet justement de cette relocalisation des filières et l'importance que cela a pour les métiers d'art et voilà, leur poursuite, l'existence, aussi la survie de ces métiers. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un tout petit peu plus justement cette notion aujourd'hui de relocalisation pour ces métiers? Alors, juste un petit retour en arrière par rapport à la question pourquoi la disparition de la soie. Alors, je ne suis pas historien de l'économie, je ne suis pas géopoliticien, mais j'ai quelques notions comme ça et quelques plus de pressentiments qu'autre chose. En fait, il faut bien voir d'où on vient pour mieux comprendre où on va. Où on vient, d'abord, on est tous coupables. Je crée une frayeur. Oui, on est tous coupables d'acheter du vêtement bas de gamme, pas cher, facilement jetable, et donc du coup utilisant du fil de nylon ou de fil de la pétrochimie, et ça depuis les années 50. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas un coupable, on est tous issus d'une société de consommation où le jetable a été le prédominant et l'est toujours. Donc du coup, ça envoie un deuxième aspect de la chose. La France
a choisi, là aussi sans jugement de valeur, a choisi un positionnement économique post-45 dans la reconstruction, a choisi la massification. Il fallait reconstruire. Et en plus, avec la crise pétrolière, on a continué dans le moyenne gamme à tous les niveaux, de la voiture, l'électroménager, l'habillement, et on a à la fois délocalisé et abandonné des secteurs entiers parce que la Chine n'était pas encore une puissance. Malheureusement, la Chine est devenue une puissance et a raflé tous les marchés, alors que d'autres pays, notamment je pense à l'Allemagne, je pense à l'Italie, a choisi le haut de gamme. Dans la machine-outil, dans le vêtement en Italie et autres. Et nous, on s'est retrouvés un peu couillons, il faut le dire, où on avait fait un mauvais choix, ou en tout cas un choix qui était un peu ancien et qui posait problème. Alors aujourd'hui, l'avenir, c'est quoi? Alors d'abord, c'est une prise de conscience que, on peut dire grâce au Covid, que certains éléments stratégiques, il ne fallait pas les laisser tomber. Et il y a des réponses très concrètes dont tu es un des acteurs, les campus. Les campus d'excellence, c'est une réponse de l'État à considérer que les métiers d'art sont, comme je regarde mes notes, un actif stratégique. C'est très important. On considère que les métiers d'art comme le design, c'est un actif stratégique à l'équivalent de l'aéronautique, de la mécanique, de l'automobile ou autre. Donc déjà, il y a une prise de conscience que ce secteur-là est un actif stratégique parce qu'elle s'appuie sur de la mémoire et des savoir-faire à retrouver. Donc là, on avance et les CMQ, comme on dit, ont 3 ans et ils commencent à produire des effets, à produire de la formation, à produire donc bientôt de la richesse et de l'innovation. Alors, dans ce mouvement de revitalisation, de territorialisation, il y a plusieurs prises de conscience. Encore une fois, grâce au Covid, grâce à de nouveaux défis. La guerre est à nos portes, la faim est à nos portes, tous ces éléments, la crise climatique n'est même plus à nos portes, on se la prend. Donc on voit bien que les changements, pour faire scientifique, les changements de paradigme, ils sont là, et donc comment on y répond? Et du coup, on est tous acteurs de ce changement. Et la question du local, c'est pas tellement... il faut se méfier du localisme, il faut se méfier du pittoresque. Ça, c'était la grande cause du 19e siècle, ce qui était local, c'était pittoresque. Ça, c'est la mort des métiers d'art et c'est la mort de nos secteurs de considérer qu'on va faire du joli avec ce qu'il y a local. Non, c'est considérer que ce qui est proche est un facteur de richesse et de croissance plus important que ce qui est lointain. Alors que dans ces 50 dernières années, on pensait que ce qui était lointain allait nous enrichir. On se rend compte que plus c'était loin, plus ça nous appauvrit parce qu'on a une dette climatique qui est énorme. Donc il y a vraiment une prise de conscience et des acteurs culturels, des acteurs éducatifs, des acteurs politiques. La ministre devrait annoncer bientôt un plan où justement elle considère que les métiers d'art sont un actif stratégique. C'est quand même très important de se rendre compte, de se dire que les métiers d'art, ce n'est plus quelque chose de gentil, c'est plus quelque chose d'accessoire, c'est principal, en sachant qu'il y a des virages qu'il ne faut pas louper. Un des virages qu'il ne faut pas louper, et ça je pense que Arnaud sera d'accord, c'est ce que j'appelle le quantitatif. Attention, les métiers d'art, c'est pas pour faire produire 3 objets par an pour gagner 15 000 € par an. C'est pas ça les métiers d'art. Les métiers d'art, ça doit être une entreprise, ça doit gagner de l'argent, ça doit embaucher, ça doit investir dans l'innovation, et c'est ça que doit porter l'avenir des métiers d'art. C'est pas simplement remplir les marchés du dimanche. C'est très bien les marchés du dimanche, mais bon, c'est pas ça qui fait vivre des secteurs entiers de territoire. Et donc, pour répondre à la question, la revitalisation, c'est avoir une prise de conscience, et elle l'est. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans les métiers d'art. Franchement, il y a 10 ans, on parlait métiers d'art, on regardait avec des... C'est quoi? On ne savait pas ce que c'était. Aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là. Il y a d'autres problématiques, mais il y a plus ce problème-là. Et donc, la question de la proximité, elle est redevenue un enjeu majeur, politique, économique, social, et du coup, tout ce qui va avec, donc notamment la revitalisation des territoires par l'innovation, par l'investissement. Arnaud, sur ce sujet, je pense que tu travailles en complément du sujet d'aujourd'hui autour de la soie. Mais voilà, on parlait justement d'innovation, métier d'art de demain. Est-ce que tu peux peut-être présenter la démarche que tu as engagée avec une association qui s'appelle le Comité Da Vinci et un centre d'innovation sur les métiers d'art et l'artisanat d'excellence, sur lequel tu travailles depuis déjà quelques années? Ouais, ça repose sur quelque chose qui est... mon papa ébéniste, donc ça pourrait être considéré comme un métier d'art. À 60 ans, il arrête, il n'en peut plus, et il gagne
800 € de retraite par mois. Et j'ai un parcours plutôt qui n'a rien à voir avec les métiers d'art, qui était dans la pub, donc quelque chose d'assez superficiel. Mais en découvrant ces métiers, alors que je découvre particulièrement chez Rose, mais pas seulement, parce que j'ai d'autres activités dans d'autres secteurs, dans l'alimentation, la cosmétique, etc., toujours dans un modèle artisanal de valorisation des végétaux. En fait, j'ai très vite constaté que l'artisanat et l'excellence au travers des métiers d'art, notre survie reposait que sur l'innovation. C'est-à-dire qu'en fait, l'ancrage dans les savoir-faire, c'est gentillet, on nous muséifie, c'est-à-dire qu'on vient nous visiter, on dit c'est beau, c'est super beau, puis finalement on reste le samedi, le dimanche pour faire visiter, ça mène aucun chiffre d'affaires, ça épuise tout le monde, on perd de l'argent, et en effet Marc a raison, c'est un moment pour sauver ses savoir-faire, il faut survivre, et survivre ça veut dire qu'il faut un peu de chiffre d'affaires pour payer les salariés. Voilà, je pense que chez Rose, ça fait 4 ans que j'ai repris l'entreprise, on a augmenté l'ensemble des salaires de 40%. Alors, elles étaient très très mal payées. Je ne dis pas qu'elles sont très bien payées aujourd'hui, mais c'est mieux que ce qu'il y avait avant. Et ça a été une obsession pour moi de dire le savoir-faire, c'est elles qui l'ont, pas moi, j'y connais rien et je ne veux rien y connaître. Par contre, je vais les aider à prendre conscience que leur savoir-faire ne pouvait survivre qu'au travers de l'innovation. L'innovation, ça a été... alors, on est une petite entreprise qui faisait 500 000 € de chiffre d'affaires avec 12 salariés lorsque je l'ai reprise. Et un an après, on était 14 avec 1 million de chiffre d'affaires. Alors, le Covid n'a pas aidé la poursuite, mais ça se passe bien. Aujourd'hui, ça a été de prendre en alternance une ingénieure textile. Donc, elle est arrivée à 19 ans. 22 ans, elle était diplômée. Et aujourd'hui, c'est elle qui gère la production. J'ai intégré une jeune diplômée de Duperré pour toute la partie design textile. Et je me suis engagé dans un processus qui est prendre une doctorante sur un aspect qui est essentiel pour nous dans l'excellence, qui est, il y a bien sûr la matière première, mais il y a les teintures. Marc parlait de vos vêtements, mais également dans le textile d'ameublement, il y a une problématique qui est l'usure. Tout le monde veut un pull bleu et qui reste bleu le plus longtemps possible. Nous, on prend le parti de dire que demain, on devrait pouvoir tisser du tissu avec des teintures végétales, notamment, ou naturelles. Et la doctorante que j'ai intégrée travaille sur l'acceptabilité du vieillissement des teintures naturelles. C'est-à-dire de vous faire accepter le fait qu'un bleu peut se transformer et être encore plus beau. Donc voilà, ça c'est un processus de recherche, mais qui est de la pédagogie. C'est-à-dire tout le monde veut du naturel, veut être écolo, mais finalement veut un polo comme moi, bleu, qui tienne le plus longtemps possible. Donc c'est en effet essentiel. Et dans ce cadre-là, je me suis dit, puisque je ne suis pas tisserand, je ne suis pas ourdisseur, je ne suis pas tisseur, ma valeur ajoutée, elle est de passer du temps pour sauver Rose, mais aussi essayer, au travers de ce que je constate, de trouver des solutions pour d'autres métiers d'art. Et donc j'ai en effet créé une association qui s'appelle Comité Da Vinci, puisque j'aime l'idée qu'on associe à nos métiers d'art, puisqu'il était, je pense, aussi un artisan, un chercheur, un scientifique, un botaniste, plein de choses, de prendre référence sur ce dans quoi il s'engageait pour l'appliquer au métier d'art. Et on a travaillé sur un sujet particulier qui est l'artisanat, les métiers d'art. En fait, on est très gentil, tout le monde nous aime bien, et finalement, on n'a pas les mêmes règles que les industriels. Qui est que les industriels, on pense qu'ils sont méchants, mais finalement, ils ont des règles du jeu qu'ils sont obligés de suivre, alors à part quelques accidents de temps en temps, mais en effet, ils ont des règles qui les amènent à s'engager dans une éco-responsabilité dans laquelle, je trouve, l'artisanat et les métiers d'art ne sont pas engagés. Mais on n'a pas le temps. Donc moi, j'ai un peu de temps. Je me suis engagé dans un processus qui est comment valoriser tous les déchets qu'on génère. Je ne veux plus que nos manufactures jettent. Donc, on a travaillé sur des éléments de recherche qui sont par exemple, on génère à peu près 1 tonne de déchets de fil de soie tous les 2 ans. Donc, soit on les met à la poubelle, comme c'était le cas,
soit on trouve des solutions de valorisation. Et l'idée a été de se dire, le fil de soie, c'est un élément de torsade d'association de plusieurs fils. Donc, ça pourrait être du fil de fer qui vient renforcer un béton. Donc, on a travaillé sur le fait d'enfouir dans le béton pour le renforcer des fils de soie. Ça n'avait pas une très grande valeur ajoutée. La valeur ajoutée que l'on a trouvée, ça a été de se dire comment des tissus qui ont des défauts, que l'on ne peut pas vendre, on pourrait trouver une solution pour les intégrer en surface du béton, pour le rendre décoratif. Donc on a trouvé une formule qui amène à faire un béton renforcé, décoratif, pour faire du béton ciré. Et donc un élément de décoration d'intérieur qui rentre totalement dans le processus dans lequel Rose s'est engagée, qui est être un acteur de la décoration d'intérieur. Donc voilà, je vous donne un détail, mais on s'est engagé dans ce processus-là en le dupliquant sur d'autres acteurs de la région. Comment travailler sur le papier avec l'atelier Dauphard, comment travailler avec le cuir sur Autoclassique Touraine qui fait des voitures d'exception et qui intègre la sellerie. Quelles sont ces matières que l'on peut valoriser pour trouver des solutions du début de la filière en plantant des mûriers jusqu'à la fin de la filière en valorisant les déchets qu'on génère. Donc voilà, le processus dans lequel on est, quand on veut répondre à un appel à projet d'État France 2030, je pense qu'il est essentiel de prendre en compte cet engagement qui est de dire du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans l'excellence qu'à partir du moment où on s'engage dans ce processus-là. Ce que Marc disait, en effet, il a raison, c'est-à-dire que... Alors, je suis beaucoup plus âgé finalement que Marc. J'ai pas le temps. Et pourtant, j'essaie de prendre le temps parce qu'un mûrier, une fois qu'il est planté, c'est 5 ans, 6 ans. Donc, il faut que j'attende 5 ans, 6 ans pour avoir le premier fil de soie. Donc, en fait, je me préoccupe de sujets qui peuvent avoir des finalités immédiates et un moyen de démonstration immédiate vis-à-vis de chacun d'entre vous. Donc, c'est l'engagement dans lequel je suis. Ça prend du temps parce que de temps en temps, je taquine un peu David parce que ça prend du temps, la recherche. Et moi, j'ai pas le temps. Donc, je le presse. Et quand il voit mon numéro, il ne répond pas parce qu'il en a marre. Mais en effet, faut prendre le temps de faire les choses bien. Et je pense que c'est ça l'excellence. Tout à l'heure, on a parlé de valorisation autre, on parle de verre à soie, on pense soie, tissu. Sauf que tu nous as dit, voilà, on peut produire avec des cosmétiques. Mais ce n'est pas la seule forme de valorisation, David. Je pense que tu peux nous dire aussi quelles sont d'autres formes de valorisation de cette filière. Alors finalement, on a plein de points communs avec Arnaud. Donc, finalement. Même si je suis plus lent, visiblement. Mais je suis beaucoup plus jeune aussi. Mais en tout cas, on a plein d'idées à la seconde. Et en fait, ce qui vient d'être dit sur la valorisation, sur l'innovation, sur la valeur du territoire, c'est exactement la même philosophie que je porte au sein de l'Institut. En fait, la découverte, c'est le moteur de notre action. On fait des recherches tous les jours, on voit des choses nouvelles. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais en fait, très peu souvent, on passe le pas de l'innovation dans le sens de création de valeur. Et si possible, de création de valeur pour le territoire. Donc on est engagé dans une démarche identique de se dire, est-ce qu'on peut produire des choses à base d'insectes ou carrément à partir des insectes et créer en fait une filière de l'entomologie en région Centre-Val de Loire. Un des exemples de valorisation, c'est, je vous disais tout à l'heure, pouvoir produire, par exemple, des insectes qui vont des auxiliaires de culture. On peut imaginer des choses autour de l'écotourisme. Et donc se dire comment valoriser le territoire en allant effectivement du début à la fin, c'est-à-dire depuis le conservatoire du mûrier jusqu'à l'endroit où on va produire les insectes. On va tisser la soie, on va la valoriser, on va explorer un domaine de recherche, et puis pourquoi pas finir par un bon petit verre de vin du Val-de-Loire en mangeant des insectes. Donc ça, c'est une des voies de valorisation. Vous en avez beaucoup entendu parler dans les médias, donc ce qu'on appelle le feed and food, c'est produire de l'alimentation pour les autres animaux qu'on va manger au final, ou pour le food, donc directement pour l'alimentation humaine.
Donc ça, c'est vraiment un développement important. On a fait des expérimentations avec des chefs de la région pour décliner des plats régionaux à partir d'insectes, dont une quiche tourangelle à partir du ver à soie, et voir comment on peut faire les meilleures associations entre des vins de Touraine et ces plats à partir d'insectes. Aujourd'hui, on a souvent l'insecte soit dans sa vision Koh-Lanta, le truc un peu dégoûtant qui rampe, qui est tout gluant, etc., ou soit dans une vision un peu ludique, à l'apéro, on grignote et puis c'est sec. Bon, d'un point de vue culinaire, c'est pas non plus gustatif, c'est pas l'extase, quoi. Donc l'idée, c'est de croiser un petit peu les compétences gastronomiques, des compétences industrielles, des compétences de recherche, et comment on peut valoriser tout ça. Et puis comme on a toujours plein d'idées à la seconde, tes idées rebondissent avec mes idées, etc., il y a un autre aspect qui s'appelle l'entomoconversion. Aujourd'hui, on a des insectes qui sont capables d'utiliser plein de coproduits qui ne sont pas valorisés dans l'industrie. Donc on a des systèmes avec certains insectes qui vont être capables, par exemple, de dégrader un certain nombre de plastiques. On a d'autres insectes qui vont être capables de manger des déchets, alors plutôt des coproduits. La différence entre un coproduit et un déchet, c'est qu'il n'y a pas de personne qui a touché en fait, le produit. Donc si c'est sorti de la cantine, c'est un déchet. Si c'est des éléments qui ne sont pas valorisés de la chaîne agricole, ben, c'est un coproduit. Donc il y a des réglementations qui sont très différentes. Hein. Mais pourquoi pas aujourd'hui, les fibres végétales qui ne sont pas valorisées par une des voies de valorisation que tu imagines, peut-être qu'elles peuvent servir d'alimentation à des insectes qui, eux, vont être valorisés autrement. Donc aujourd'hui, on utilise les insectes dans cette entomoconversion comme on utilise un lombricomposteur dans sa cuisine. Les insectes vont dégrader ces déchets. L'intérêt, c'est que ces insectes qui sont très riches en protéines et on peut les utiliser, par exemple, pour l'alimentation des volailles, des poissons, ou pourquoi pas des êtres humains directement. Et en même temps, ça crée du compost naturel que l'on peut réutiliser, par exemple, dans les plantations de mûriers. Donc on peut essayer d'avoir des cercles vertueux comme ça, pour essayer de rien perdre, de tout valoriser, sans aller chercher des engrais chimiques à l'autre bout de la planète, et puis en valorisant les compétences du territoire, qu'elles soient scientifiques, culturelles ou autres. Donc on voit tout à fait que ce travail va nous amener à définir de nouvelles compétences. En fait, voilà, c'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'on réintroduit des choses qui ont disparu, des savoir-faire qui ont disparu, qu'on va remettre au goût du jour, mais différemment, parce qu'ils vont s'adapter à un contexte donné, et tout le travail aussi qui est réalisé sur ces matériaux, finalement, vont permettre aussi d'esquisser peut-être les artisans de demain. Finalement, les manufactures innovent parce que tout est parti des personnes, mais d'une manufacture voilà, qui a son renom en Touraine, la Maison Rose. Et donc la question perspective pourrait être quelle est la manufacture de demain? Qu'est-ce qu'on fait dans ces manufactures et qu'est-ce qu'elles proposent? C'est un vaste sujet. Bon, en vous écoutant, toujours dans une espèce de recul historique, c'est vrai on sort d'une pensée du progrès dynamique, du progrès d'un point A à un point B, et on va devoir aller à une pensée cyclique, à une pensée du cercle. En gros, on revient à ce qu'ont vécu nos grands-parents. Ils ne jetaient rien, ils reconditionnaient tout. Ils n'étaient pas assez riches pour jeter. Et donc, en fait, on va créer de la richesse par cette cyclicité. Et en fait, la manufacture de demain, c'est une manufacture qui produit du quantitatif. Je crois que c'est un des enjeux. J'ai l'impression d'être lunaire, mais en fait, c'est l'enjeu de demain. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs métiers d'art ont une vision toujours un peu pittoresque, l'artisan artiste, on produit trois œuvres et on est content. Non, l'enjeu, si on veut faire face à ce qui nous arrive, c'est penser quantitatif. C'est-à-dire on va pas opposer les métiers d'art et l'industrie. Les métiers d'art doivent intégrer une forme d'industrialisation, c'est-à-dire de quantitatif, et l'industrie doit devenir propre. Et elle le fait d'ailleurs. Elle a des démarches extrêmement vertueuses. Donc en fait, la manufacture de demain, c'est une manufacture de proximité, c'est une manufacture qui pense le cycle humain, l'homme, la valorisation de l'homme et de la femme évidemment, en termes de bien-être, et c'est penser le déchet. Nos plus grandes richesses sont dans nos poubelles. Il faut
prendre conscience. C'est dans nos poubelles qu'on va retrouver notre avenir. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui fait que, dans ce souci de ce lien avec le territoire, avec repenser la matière première, qu'on peut envisager un avenir plutôt radieux. Chaque fois, je le dis, en fait, on vit une période fantastique où on peut tout repenser. On est terrain incognita, c'est-à-dire tous les modèles passés quasiment de ces dernières décennies sont plutôt pas très positifs. Du coup, on a tout à inventer et je trouve ça plutôt exaltant. Merci pour vos interventions. Je ne sais pas si vous voulez peut-être rajouter des éléments que vous voudrez partager avec... Voilà. En fait, je m'aperçois que David m'a caché plein de trucs et qu'en fait, on va régler ça tout à l'heure. Non, mais c'est en effet l'obsession qui est... alors, je donne toujours l'exemple de la tomate parce que c'est plus... ça illustre beaucoup plus facilement, mais quand vous achetez 1 kilo de tomates, en fait, il y a 30 à 40% de la production qui part dans les invendus. Donc, notre obsession sur la tomate a été de se dire, on va essayer de trouver des solutions pour valoriser ces 30 à 40%. L'obsession a été de se dire, il y a des coproduits qui sont générés, les tiges, les feuilles. Donc c'est ce qui m'a amené à travailler sur la transformation de la tige de tomate en fibre textile. Mais forcément, dans le processus industriel de transformer cette tomate, il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte, et notamment le pépin, la peau. Je vous donne un exemple pour illustrer. Mon obsession est de se dire qu'il n'y a pas que 3-4 variétés comme chez Leclerc et Auchan. Il y en a des milliers. Et il y a des applications qui tiennent à des aspects scientifiques, mais je crois aussi en quelque chose qui est le patrimoine oral, qui est l'observation qui permet de générer quelque chose. Et sur la tomate en particulier, j'ai rencontré un type qui est belge, qui fait partie des tomatophiles, qui est une association de passionnés de tomates, donc rien de scientifique. Mais il observait cette tomate tous les matins et il a constaté qu'au contact du soleil, une variété de tomates, sa peau s'épaississait et se durcissait au contact du soleil pour se protéger. Et bêtement, je lui ai dit, mais est-ce que l'on ne pourrait pas trouver une propriété dans cette peau de tomate pour faire une crème solaire? Juste bête, mais potentiellement oui. Peut-être que demain, je vais vous vendre une crème solaire à base des propriétés de cette variété de tomates, dont je vous donnerai bien sûr pas le nom pour que vous ne me piquiez pas l'idée. Mais en effet, c'est l'obsession de trouver toutes les solutions de valorisation à chaque étape de production, parce que ça doit être l'élément qui va permettre à nos manufactures de se développer. Alors, c'est probablement un inconvénient que je peux avoir, un des nombreux problèmes que je peux avoir, c'est qu'en fait, tout le monde me dit que je me disperse. Mais je pense que c'est la dispersion de mes activités dans l'alimentation, dans la cosmétique, dans le tourisme, dans les biomatériaux, dans le textile, qui amène à trouver des solutions de survie. C'est-à-dire que je pense que si on appréhende une filière juste par un prisme qui est le textile au travers de la soie, je pense que Rose va mourir. Donc c'est l'obsession de dire qu'à chaque fois il y a une solution et qu'il faut l'appréhender de toutes les manières pour trouver une solution pérenne qui permet à l'agriculteur de gagner sa vie correctement et potentiellement d'aller manger demain des petits vers à soie grillés, riches en protéines. Voilà, parce qu'en fait, j'ai un problème qui est que je ne suis pas végane du fait que je participe à la tuerie des petits vers à soie lorsque je veux récupérer un fil de soie. Donc c'est assez terrible et j'ai potentiellement des problèmes avec certains de mes salariés qui, eux, sont véganes et qui me disent à un moment... je ne peux plus travailler aux Soieries Roses parce qu'on participe à la tuerie de petits vers à soie. Donc j'espère que David, tu vas trouver une solution pour ne même plus les manger. Il faut trouver une autre solution, absolument. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle que vous souhaitez poser à l'un des intervenants peut-être? J'arrive avec le micro parce que c'est important. Bonsoir. Vous étudiez vous cherchez à déterminer les endroits où on peut planter ces mûriers
en fonction des produits de traitement qu'on trouve encore dans l'environnement, c'est ça, puisque en fait ils se déposent sur les feuilles et ça a une incidence sur les hormones. Pour ma part, je produis du jus de raisin et du vin nature dans un site historique, dans le domaine, dans l'ancienne ferme modèle du duc de Choiseul en Amboise. Et depuis 2015, je n'utilise plus aucun produit de traitement, ni bouillie bordelaise, ni rien. Je travaille sur sol vivant et donc j'essaie de respecter un maximum tout ce qui est biodiversité puisque je suis ingénieure paysagiste à l'origine. Et donc voilà, il y a peut-être des endroits où les agriculteurs peuvent avoir des lieux propices à ces développements et je trouve ça plutôt intéressant et ça me donne envie de regarder ce que ça peut faire vigne mûrier en fait. Voilà. Donc c'était en fait, David, je pense qu'il ne pourra pas répondre à ça parce qu'il ne veut pas se fâcher avec les agriculteurs et les céréaliers. Moi, je peux. Non, en fait, on a une vraie difficulté face, en effet, à la proximité de cultures de ce type-là. Mais ce n'est pas parce que vous êtes, vous, en sol vivant, sans pesticides, etc., qu'on peut planter des mûriers, puisqu'en fait, l'impact des pesticides sur un mûrier, et je pense aussi sur vos vignes, va au-delà du périmètre de vos vignes. Et donc, en fait, ça, c'est une vraie problématique. Et au-delà du conservatoire, on est parti dans un processus qui est de faire des plantations expérimentales. C'est-à-dire qu'en fait, lancer une production, ça passe d'abord par l'identification de variétés. On est parti sur 3 variétés. Un mode cultural, qui est à quelle hauteur on est prêt à ramasser les feuilles pour apporter en nourriture au ver à soie, mais aussi potentiellement de planter à proximité de cultures compliquées. Parce qu'en effet, ça participe au processus de recherche, de voir quel est l'impact aussi sur la qualité de la soie demain. Donc, possibilité d'avoir des difficultés par rapport au ver à soie, mais aujourd'hui, on est parti sur potentiellement une plantation expérimentale, je croise les doigts, au Château Royal d'Amboise. On a des projets dans un certain nombre de châteaux, parce qu'en fait, c'est des lieux qui racontent aussi une histoire. C'est-à-dire que le château de la Bourdésière, par exemple, est un lieu emblématique parce que la famille Babou a participé à cette filière de la soie. Donc en fait, c'était aussi intéressant de dire on concilie un engagement d'expérimentation avec une notion de rapprochement avec l'histoire. Et puis on va jusqu'à donc le Val de Cher, le Val d'Indre, mais aussi la Brenne, où on a une plantation qui va être lancée au printemps ou à l'automne prochain sur le fait, et le mode d'expérimentation est sur 3-4 000 m² seulement. Donc y participer, ça serait extrêmement intéressant. Et il y a un autre aspect qui me paraît intéressant, alors qui n'est peut-être pas aussi scientifique, parce que le retour d'information peut être compliqué, mais je rêve de quelque chose. Tout à l'heure, Livia disait que Rose avait une notoriété. Oui, bien sûr, on est le dernier, donc voilà, on ne peut pas avoir une notoriété. Mais finalement, on n'en a pas. C'est-à-dire que tout le monde connaît le Manac, personne ne connaît Rose, et tout ça pour dire je ne sais pas quoi. Non, je sais. Non, c'est que, en fait, mon rêve, c'est que les Tourangeaux prennent conscience de leur histoire, qui s'appuie notamment sur cette histoire de la soie. Et que finalement, j'avais une trentaine d'enfants ce matin de CM2, et je leur disais que potentiellement, s'ils étaient nés à Tours, peut-être qu'il y avait un membre de leur famille qui avait participé à cette filière, et qu'en fait, aujourd'hui, les Tourangeaux devraient planter des mûriers chez eux. Et comme un peu les noix, on puisse amener ça, non pas une huilerie, mais une magnanerie, pour alimenter une magnanerie qui participerait à cette filière. Donc si chacun d'entre vous acceptait de planter un mûrier, je pense que ça rappellerait une partie de notre histoire et ça participerait à cette filière. Donc en fait, ça c'est mon rêve, de lancer ce processus de plantation individuelle et chacun ramasserait ses feuilles de mûrier pour participer à cette filière. Donc je veux bien que vous plantiez quelques arbres chez vous.
bah, si c'est placé là, à un endroit où il n'y a pas de pesticides, tout va bien. Ouais. Je pense que ce que vous évoquez est intéressant dans une dynamique aussi qu'on appelle un peu d'agroforesterie. Hein. On va croiser la plantation d'arbres avec d'autres cultures. Ça peut avoir un certain nombre de bénéfices pour justement maintenir des insectes auxiliaires, pour apporter de l'ombrage et stabiliser les sols et donc moins d'irrigation. Donc il y a plein de travaux auxquels on contribue hein, sur ces questions-là. L'autre élément, c'est effectivement la temporalité et la spatialité de tout ça. C'est-à-dire que effectivement, sur un autre exemple qui n'a rien à voir avec la soie, les insectes, certains insectes sur leur carapace, un des inconvénients, c'est que ça va adhérer de manière assez forte à un certain nombre de polluants, et notamment des perturbateurs endocriniens qu'on peut trouver dans les plastiques, par exemple, des phtalates. Et on voit que sur des échantillons, pour un autre problème, hein, de fourmis au milieu de la forêt amazonienne, ben, on a découvert qu'ils étaient bourrés de phtalates. Donc ces polluants de nature chimique, alors qu'on a prélevé des individus au milieu de la forêt amazonienne, donc loin de toute activité humaine. Donc ça veut dire que ces polluants, ils sont partout. Ce n'est pas pour faire peur, mais ils sont partout. Et en fait, ce que l'on étudie, c'est à la fois où est-ce qu'ils sont, combien de temps ils restent dans l'environnement, et puis il y a souvent, lorsqu'on met un produit sur le marché, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que ça tue ou est-ce que ça ne tue pas. Et puis, il y a un certain nombre d'insectes qu'on va regarder ou d'organismes qu'on va regarder pour savoir est-ce qu'il y a un impact environnemental. Ce que l'on voit aujourd'hui par les études scientifiques, c'est qu'il y a des effets cocktails. Peut-être qu'un produit, tout seul, testé dans un laboratoire, il n'a pas d'effet. Mais en combinaison avec un autre produit, il va avoir des effets extrêmement importants. Et puis, un autre élément qui est important, c'est de regarder pas simplement est-ce que l'insecte il est vivant, est-ce qu'il est mort. C'est ce qu'on appelle les effets sublétaux. Et on peut voir, par exemple, que ça peut avoir des petites modifications subtiles. On peut utiliser, par exemple, d'autres auxiliaires dans les cultures qui sont les perce-oreilles. Et ces perce-oreilles, ils ont la particularité d'avoir des soins parentaux. Les parents vont aider, soigner, protéger, nettoyer les petits. Et on voit que certains insecticides vont modifier ces soins parentaux. Donc ça ne va pas tuer les insectes, mais de génération en génération, ça va diminuer les populations, affaiblir les populations, modifier leur comportement. Donc par ces deux exemples, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, les effets peuvent être pas immédiats, ils peuvent être pas forcément spatialisés, mais c'est ça qu'on essaye de prendre en compte et c'est très compliqué. Et pour finir sur ce que tu t'évoquais, effectivement, je crois que tu pourrais nous embarquer dans ton rêve. Et effectivement, l'idée, c'est de se dire, si on plantait dans des programmes en ville, reverdir les villes, reconstituer le lien homme-nature, etc., on peut penser utile. Donc, il y a tout un tas de programmes, par exemple, de se dire, au lieu de mettre des arbres ornementaux, on pourrait mettre des arbres fruitiers. Et ça sert pour les habitants. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est toute une reconstruction. Parce que, est-ce que la pomme qu'on a produite en ville, est-ce qu'elle est polluée ou est-ce qu'elle n'est pas polluée? Première question. Est-ce que les gens vont la manger ou pas? Acceptabilité. Et puis, on est tous contents d'avoir de la nature en ville, mais il ne faut pas qu'elle soit trop gênante. Donc après, il y a eu plein de programmes comme ça où en fait, après, les riverains se plaignaient parce que oui, il y a des feuilles mortes, il y a des fruits qui tombent au sol, et puis c'est glissant, et puis ça pue, et puis etc. Donc moi, je me bats avec mon voisin, par exemple, parce que mon mûrier, voilà, à l'automne, il y a quelques feuilles qui volent dans son jardin. Donc c'est terrible, la nature en ville. Donc voilà, c'est tout un travail collectif. Donc il faut travailler avec des sociologues, il faut travailler avec des urbanistes, il faut travailler avec... Et c'est tout ce tissu-là qui est complexe à construire. Et puis ça s'inscrit dans le temps aussi. Et en agroforesterie, en effet, c'est extrêmement intéressant parce que les feuilles de mûrier ont je ne sais pas comment on dit, la protéine, enfin c'est très protéiné. Et en fait, la nourriture des vaches, ça donne du lait incroyable. Donc peut-être qu'on mettra des vaches dans... Y a-t-il d'autres questions? Oui, je me demande un petit peu, quelle quantité de chenilles, de bombix et de mûrier faudrait-il pour fournir complètement les établissements roses, par exemple? Est-ce qu'il faut une grande quantité, c'est-à-dire que l'idée que chacun plante un mûrier chez soi et contribue, ça pourrait être intéressant, mais est-ce que c'est scalable, entre guillemets? Est-ce qu'il faut des quantités qu'on saurait faire en Chine, mais pas ici, pour que ça devienne rentable et efficace?
Vous êtes financier, non? Potentiel investisseur, je pense. Alors, par rapport aux besoins de rose, le nombre de mûriers nécessaires n'est pas très important, mais ça ne légitime pas l'investissement pour monter une magnanerie et une filature. Donc en fait, le niveau de plantation que l'on s'est fixé, c'est 100 à 150 hectares, qui légitime économiquement la création d'une magnanerie et d'une filature, et ça répond à 1% des besoins de rose. Donc en fait, alors je dis 1%, ça peut être 5, 6, 7, mais économiquement, ce n'est viable que si on implique d'autres acteurs à acheter cette soie, et donc forcément des relations que l'on a pu engager avec des acteurs du luxe pour dire participer à ça. Et comme la plupart des acteurs du luxe, ils n'aiment bien pas prendre les risques eux-mêmes, et donc de dire planter les premiers hectares et puis on viendra après. Donc ils viendront après. Voilà. Mais l'économie est pas simple. Pour répondre à votre question, il y a un exemple qui est intéressant, c'est les Cévennes, hein, où il y a une culture de la sériculture qui est quasiment morte, mais qui a existé. Et au Musée national, on avait un inspecteur qui est parti à la retraite et qui était de Nîmes et qui racontait qu'en fait, la sériculture était réservée à une activité de femmes, et les hommes étaient plutôt des bergers avec de la laine. Donc en fait, ça a toujours été la culture du mûrier et de la soie, une activité secondaire, difficilement primaire. D'autant plus que je pense que personne d'entre nous ne va racheter des chaussettes en soie à 15 €. Ça me paraît compliqué, mais peut-être. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'on se situe plutôt sur un marché haut de gamme, vu les coûts de production, vu les coûts. Donc il faut penser cette économie-là, en tout cas du côté de. Alors j'y connais rien, je ne suis pas chef d'entreprise et autres, mais je pense qu'il faut bien voir que ce n'est pas quelque chose de totalement commun, mais qu'il faut pousser vers cette excellence pour que cet exceptionnel devienne possible. Et pour aller en complément de ce que dit Marc, en fait, la valeur de la soie, l'impact sur le tissu, c'est 10%. Donc en fait, si la soie du Val-de-Loire coûtait beaucoup plus cher, ça n'aurait pas un impact si important sur la valeur du tissu que l'on vend. Donc c'est intéressant de le faire. Et pour aller au-delà de ça, c'est-à-dire que si on plante des mûriers pour tirer un fil de soie pour rose, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a d'intérêt que parce qu'on a travaillé sur toutes les filières de valorisation, et notamment en cosmétique. En gros, 5-6 ans pour attendre les premiers résultats d'un projet de filature. Au bout de 2 ans, possibilité de tirer profit d'un certain nombre d'éléments qui permettent de faire des produits cosmétiques. Crème de jour, crème de nuit. Et oui. Mais en effet, c'est les économies périphériques qui légitiment. Et c'est pour ça qu'on a créé une marque qui s'appelle Cueillette de la soie, qui est en lien avec le livre d'Olivier Tser, qui avait écrit Cueillette de la soie, et de créer une marque cosmétique, donc d'engagement sur la plantation et de filières cosmétiques, qui amènent en effet à embarquer aussi d'autres acteurs de la soie qui sont sur le territoire, notamment une personne qui fait des thés d'oreiller en soie, qui achète sa soie en Chine, mais qui dit aujourd'hui, je peux vendre une thé d'oreiller et m'engager dans un processus de plantation de mûrier pour légitimer le fait que, à terme, la filière sera à nouveau de retour sur le territoire. Il y a une autre matière première qui donne des résultats un peu similaires, c'est la laine, avec le collectif Tricolore, qui vise à relocaliser, alors non pas les moutons parce qu'ils sont déjà là, mais à revaloriser le chaînon laine. Et dans le chaînon laine, il y a aussi une partie cosmétique, puisque la laine produit de l'anoline, qui est très très bon pour les crèmes. Donc, je suis plutôt anoline. Et toc. Donc voilà, il y a d'autres exemples. On a le lin, on a donc la laine, mais non la soie qui demande beaucoup plus de temps parce qu'il faut repartir de zéro quasiment. Mais enfin, il y a beaucoup de secteurs comme ça et c'est là où c'est intéressant comme exemple, c'est qu'on est vraiment dans une transversalité dont on n'est pas trop habitué. Il
faut dire qu'on est une société structurée en silotage, en verticalité. Et là, c'est vraiment dans l'horizontalité, dans la transversalité, et qui sont les défis de demain. C'est ensemble qu'on pourra aborder toutes ces questions. Les dernières questions. Qu'est-ce que c'est que la soie sur le plan physico-chimique? Deuxièmement, quelle est sa valeur ajoutée dans le textile? Et troisièmement, quelles sont ses applications hors textile? Vous avez évoqué la cosmétique et la gastronomie. Personnellement, je trouve que c'est fort peu convaincant. Est-ce qu'il y en a d'autres? Là, c'était en fait quelques exemples cités. En fait, il y a plein de choses à imaginer. Alors, c'est une réponse sans être une réponse, mais aujourd'hui, voilà, il faut sortir justement de ces silos. Il faut croiser les regards, croiser les idées. Souvent, ça part d'idées un peu farfelues autour d'un verre, mais du coup, il y a des choses à imaginer. Et ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on redécouvre effectivement un certain nombre de choses, on redécouvre la nature, on redécouvre toutes ses potentialités. Il y a tout un courant à l'international qui s'appelle les solutions fondées sur la nature, tout ce qui va être le biomimétisme. Donc toutes ces questions-là sont extrêmement intéressantes. Pour vous dire, aujourd'hui, on fait des liens avec des choses auxquelles on n'aurait pas pensé encore quelques années. Pas plus tard qu'avant-hier, j'avais des discussions avec des industries de l'armement et comment les insectes peuvent répondre à des enjeux vraiment très importants de cette industrie qui, malheureusement, est de premier plan en ce moment. Et donc voilà, vous avez des insectes qui sont capables de générer eux-mêmes des explosifs, par exemple, pour se défendre contre des prédateurs. Je disais, voilà, le recyclage d'un certain nombre de déchets. Donc on a plein d'inspirations à trouver. Il faut croiser les regards, croiser les compétences, croiser les idées, et puis et voilà. Je crois aussi, pour répondre à votre question, la soie revient à éliminer un autre produit qui était proche de la soie, qui est le fil quand même synthétique de la pétrochimie. Donc à un moment donné, on en crève. Donc déjà, si on peut revenir à un produit naturel, ça pourrait être pas mal. Ensuite, d'un point de vue purement esthétique, à un micro plan, c'est nous, au Musée national, le fil de soie nous sert à affirmer un certain nombre de connotations colorées, de brillance, qu'on ne peut pas faire avec de la laine, par exemple. Lorsqu'on met du fil de soie dans une tapisserie, c'est parce que, la laine n'est pas blanche et on doit le mélanger avec du soie pour trouver de la blancheur, mais aussi de la brillance. Donc il y a des propriétés, il y a une résistance, il y a un toucher, quand même, qu'on ne peut pas enlever. Voilà, c'est tous ces éléments-là. Et après, et c'est quand même très important, c'est sur le développement des imaginaires. Parler d'une soie, d'une grande marque de couleur orange en lui disant que c'est la soie pétrochimique, c'est pas tout à fait le même discours que de raconter ce qu'il y a derrière. Parce que le raconter, c'est comme quand vous mangez. Un poulet de batterie, c'est pas la même chose qu'un poulet dont vous allez raconter toute son histoire. Et ça fait partie de ce slow-made, de cette temporalité qui est de l'ordre du récit, c'est de la poétique, c'est aussi du sacré. Je crois qu'on est dans une période où justement le récit on n'est plus dans la consommation, on n'est plus dans l'immédiateté, on est dans une temporalité beaucoup plus longue où la saveur, le goût est aussi important dans son désir que dans sa consommation. Et je crois que le basculement doit se faire aussi à tous les niveaux pour que tous ces éléments-là retrouvent cette dynamique. Oui, je pourrais apporter un élément complémentaire qui est qu'en effet, métier d'art, c'est de l'émotionnel. Donc on peut sortir de temps en temps de ce en quoi on croit, mais l'émotionnel généré est plus important que le reste. Ce qui m'amène à, moi, créer un mouvement auquel je crois qui est lié au romantisme. J'expliquerai à un autre moment ce à quoi ça fait illusion chez moi, mais par exemple, sur ça, j'ai pris des parts au capital d'une société qui est dans les Cévennes, qui amène les vers à soie non pas à tisser et faire un cocon, mais de tisser à plat. Donc ça devient une nouvelle matière et qui peut avoir des usages dans le luxe. C'est un support de packaging, c'est un support à l'intérieur de montres pour différentes raisons. Et en effet, c'est plutôt que d'enfermer le petit ver à soie dans un cocon et donc le tuer pour nourrir
avec des produits protéinés associés à l'apéritif que David propose à ses invités tous les soirs. C'est une nouvelle matière et avec d'autres utilisations. Donc en fait, je pense que dès lors qu'on s'engage dans un processus de filière comme celui-ci, comme le dit David, tout est possible. Il s'agit juste d'un peu d'imagination, des bonnes connexions, et en effet avec des chercheurs qui sont longs, mais qui malgré tout nous amènent plein de choses, et que cette filière, moi je suis épaté par Pierre Schmitt sur le lin, qui s'est engagé dans un processus de ramener cette filière sur le territoire, et la laine, comme tu le disais, tu le donnais en exemple. Et donc voilà, donc tout est possible, et croyez un tout petit peu, planter des mûriers. Allez-y. Merci. Je vous propose une dernière question. Lorsqu'on s'engage comme ça sur la réintégration d'une filière, est-ce qu'on se fixe des objectifs à plus ou moins long terme, en disant dans 5 ans, on devra en être là, ou dans 10 ans, ça sera comme ça? Est-ce qu'on parle sans vraiment savoir, c'est un peu public? Alors, oui, forcément. Et c'est là où il est essentiel, et particulièrement ce soir. Bien sûr, je remercie David, mais c'est un local. Mais je remercie Marc d'être venu ce soir, parce que cet engagement dans cette filière passe aussi par le soutien d'organismes tels que le Mobilier National, et qui permet d'avoir une visibilité un peu plus intéressante dans l'optique potentiellement d'avoir une soie demain tissée par Rose, avec une soie issue de cette filière qui serait présentée je ne sais pas, sur un mobilier de notre cher président de la République, par exemple. N'est-ce pas? Oui. Et là, bien sûr, ça sera coupé au montage. Je vous propose de clore cette conférence autour de l'émotion. Non, autour de. Non, mais en fait, c'était autour de l'émotion et aussi des champs du possible. En fait, tout est ouvert, et voilà, on n'a plus qu'à attendre et à poursuivre, à se laisser la liberté de se dire que tout est possible. Merci à vous pour votre participation.